Bonjour pour tous les présents. Cette séance, elle sera consacrée à une notion qu'on appelle la dualité, une notion d'écrire ou de transformation, de présentation des programmes linéaires qui sera utilisée, vous allez voir à la fin de la présentation, peut être utilisée comme un outil de résolution des problèmes linéaires dans notre cas. Le plan du cours sera le suivant. On va commencer par présenter qu'est-ce qu'un programme dual et la deuxième partie sera consacrée pour vous présenter comment on peut utiliser cette écriture duale. C'est-à-dire pourquoi on peut avoir besoin de cette écriture duale en relation avec, bien sûr, la résolution des problèmes. On va commencer par la première partie qui sera, elle aussi, divisée en deux parties. Une première partie sur l'interprétation économique, c'est-à-dire pourquoi ou qu'est-ce que ça veut dire la forme duale d'un programme linéaire. Puis, on va voir les règles qui doivent être appliquées pour trouver la forme duale. C'est par analogie, si vous voulez, comme les règles d'écriture de la forme matricielle ou la forme standard au cas unique, sont des règles appliquées pour trouver l'écriture ou la forme duale d'un programme linéaire qui existe déjà. D'accord ? Et la première partie, c'est une partie très importante aussi pour vous expliquer réellement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut dire une écriture duale. Pour expliquer cette interprétation économique, on va se baser sur un exemple simple de compagnie qu'on va appeler Meubles qui produit 3 articles, qui produit des bureaux, des tables et des chaises et qui souhaite, comme toute autre entreprise économique, maximiser son profit. Le tableau présent devant vous vous présente les paramètres de production du problème. L'entreprise meuble utilise 3 ressources. Elle utilise des plaques en bois. La quantité maximale qu'on peut utiliser est égale à 48 plaques, par exemple. La deuxième ressource, ce sont des heures de menuiserie et la quantité totale disponible est 8 heures. Pour la finition, la quantité totale de finition disponible, d'heures de finition disponible est égale à 20 heures. Donc, 3 ressources avec des disponibilités limitées et 3 produits. Le gain ou le prix de revient dans ce cas d'un bureau, c'est de 60 dinars par exemple, table c'est 30 dinars et chaise c'est 20 dinars. Pour les paramètres utilisés pour la production de chaque article sont présentés dans cette matrice-là. Vous savez comment lire ce tableau. On va commencer par modéliser ce problème normalement. Donc, on va définir les variables de décision, puis on va modéliser ce problème. Qu'est-ce qui peut être les variables de décision? Qui peut répondre? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme variable de décision? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme variable de décision? Qu'est-ce qu'on va décider en fait? Pas de réponse? D'accord? Les variables de décision dans ce cas sont les nombres, sont 3, parce que j'ai 3 produits à fabriquer, le nombre de bureaux fabriqués, nombre de tables fabriquées et nombre de chaises fabriquées. Si on veut modéliser la fonction objective qui est une maximisation du profit, on va voir une maximisation de 60x1 plus 30x2 plus 20x3 en respectant les contraintes des ressources utilisées qui sont ici, si vous remarquez, ici on a les limites des quantités maximales existantes et ici on a la matrice. Si on revient vers l'énoncé, on va trouver que c'est la matrice des paramètres d'utilisation des ressources par produit fabriqué. Et bien sûr, nous devons préciser que les variables de décision sont positives parce qu'on utilise, voilà, on manipule des unités réelles. Voilà le programme sur lequel on va se baser pour expliquer la notion de dualité. Ça, c'est un programme linéaire normal, modélisé comme vous avez fait avec les autres exemples qu'on a déjà eu. Maintenant, imaginez qu'il y a un entrepreneur qui veut acheter l'entreprise meuble. C'est-à-dire, meuble va prendre la décision ou pas de vendre ou pas les ressources dont elle dispose. Donc, un entrepreneur veut acheter meuble.
En réalité, qu'est-ce qu'il veut acheter? L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va acheter s'il va acheter un meuble? Il va acheter la quantité de bois, il va acheter les heures de menuiserie et il va acheter les ressources de finition. C'est tout ce que l'entrepreneur peut acheter. D'accord? Donc, il va acheter le bois, les heures de menuiserie et les heures de finition. Et puisqu'il va payer de l'argent, il a intérêt à minimiser ce prix d'achat qu'on va appeler W, par exemple. Donc, l'objectif de l'entrepreneur, c'est de minimiser le prix d'achat des trois ressources, la totalité de ressources, toute la quantité disponible de chaque ressource, il va l'acheter et son objectif, c'est de l'acheter à prix minimal. Si on va attribuer un prix qu'on va appeler Y1 à chaque plaque de bois, Y2 pour chaque heure de menuiserie et Y3 pour chaque heure de finition. L'entrepreneur, il va payer quoi en totalité? Il va payer quoi? J'ai besoin d'une réponse là. Il va acheter 48 plaques en bois. Chaque plaque, elle a un prix de Y1. Il va acheter 8 heures de menuiserie et chaque heure, elle coûte Y2. Il va acheter 20 heures de finition. Chaque heure, elle coûte Y3. Donc, en totalité, il va payer quoi, Ayoub? Y1 plus Y2 plus Y3 normalement. Uniquement ça, il va acheter une heure, une plaque 48, et une heure de Ah, fois 48, ok, ok. Voilà, très bien. Oui, ceci. Il va payer donc 48 Y1 plus 8 Y2 plus 20 Y3. Et ici, pourquoi on a Y1, Y2, Y3 supérieur ou égal à 0? Tout simplement parce que ce sont des prix et les prix ne peuvent pas être négatifs dans une situation normale. D'accord? Merci pour la réponse. Donc, vous êtes d'accord que l'entrepreneur va payer 48Y1 plus 8Y2 plus 20Y3. Et puisqu'il a intérêt à minimiser, donc son objectif, c'est de minimiser cette fonction qu'on a appelée W. D'accord? Donc, l'objectif de l'entrepreneur, c'est de minimiser la fonction W de la forme 48Y1 plus 8Y2 plus 20Y3. Ça, c'est le point de vue de l'entrepreneur. Mais meubles, pourquoi elle va vendre ses ressources? Lorsque un commerçant ou un fabricant va vendre quelque chose, c'est qu'il va gagner plus que ce qu'il aurait pu gagner s'il va produire les marchandises. Donc, meubles, elle va accepter à vendre ses ressources si quoi? Si une combinaison de 8 plaques de bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition va lui faire gagner au moins 60 dinars. C'est-à-dire, si l'entrepreneur, il paye pour une combinaison de ressources qui peut être utilisée pour fabriquer un bureau plus que 60 dinars, Meuble va accepter de gagner. D'accord? Donc, pourquoi je vais, en tant que meuble, pourquoi je vais vendre mes ressources? Parce que je vais gagner plus que j'aurais pu gagner si j'ai produit puis vendre la marchandise. Donc ici, si la combinaison de 8 plaques de bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition va me faire gagner plus que 60 dinars, je vais vendre ces ressources. De même, si 6 plaques de bois plus 1 heure et demie de menuiserie plus 2 heures de finition vont me faire gagner plus que 30 dinars, je veux vendre. Je vais vendre. Et de même, si la combinaison d'une plaque de bois de une demi-heure de menuiserie et d'une heure et demie de finition va pouvoir m'apporter plus que 20 dinars, je vais vendre aussi. C'est ce 20 dinars comme un gain pour les chaises. D'accord? Donc, Meuble va accepter de vendre ses ressources si ces trois conditions sont respectées. Si on ajoute l'objectif de l'entrepreneur, qui est de minimiser cette fonction, et le fait que les variables qu'on a définies comme prix de chaque unité de ressources
supérieur ou égal à 0, est-ce qu'on peut écrire un programme linéaire formé par ces 4 parties-là, par ces 5 ou 4 équations? Oui. Et c'est un programme linéaire de minimisation d'une fonction objective qui respecte 3 contraintes de type supérieur ou égal et qui a des variables de décision supérieures ou égales à 0 et qui utilise exactement les mêmes paramètres du programme linéaire de départ. Donc, on a réécrit le programme linéaire de départ d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on a utilisé un autre point de vue d'écriture du programme linéaire d'origine sans modifier ni le problème ni les paramètres du problème. Cette nouvelle écriture est appelée la forme duale du programme linéaire d'origine qu'on appelle dans ce cas primale. Donc, on a réécrit les mêmes paramètres, on a réécrit le même problème en utilisant les mêmes paramètres et en modifiant uniquement le point de vue. C'est une transformation du programme linéaire qu'on appelle, à partir de ce moment-là, un programme primal pour parler par la suite du dual. Et c'est ce qu'on appelle une interprétation économique de l'exemple de dual d'un problème de maximisation. Mais en réalité, tout programme linéaire peut avoir une forme duale. Donc, on peut chercher la forme duale de toute forme primale, de tout programme linéaire d'origine. Et on va voir comment on va généraliser la recherche du dual. Je résume, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est une interprétation économique de ce que veut dire une écriture duale. D'accord? D'un programme de maximisation en particulier. Mais dans le cas général, tous les programmes linéaires ont une forme duale. Et ce qu'on va voir dans la deuxième partie, maintenant, tout de suite, c'est comment on écrit la forme duale de n'importe quel programme linéaire. Ce n'est pas l'interprétation, mais c'est l'écriture mathématique du dual. Est-ce que c'est compris jusque-là? Est-ce que vous avez compris l'exemple? Très bien, ça. Oui. Alors, je vais commencer par comment on a écrit le dual ici. On a écrit le dual par une logique de compréhension du modèle. C'est-à-dire, on n'a pas utilisé de règles de transformation. Maintenant, on va trouver le même dual, la même forme du dual, en appliquant des équations, des transformations mathématiques qu'on va appliquer pour tous les autres problèmes. Je vais commencer par écrire. Ici, on a la forme primale de programme linéaire et la forme duale du programme linéaire. Juste, ce qui est écrit ici, c'est la forme qu'on appelle une forme. C'est écrit devant vous, c'est la forme matricielle du programme primal et la forme matricielle du programme dual. La transformation qu'on connaît déjà, c'est que le problème de maximisation est transformé en un problème de minimisation et on a attribué à chaque contrainte une variable qu'on a utilisée comme variable de décision du dual. Voilà ce que nous avons jusqu'à présent. Nous avons transformé un problème de maximisation en un problème dual de minimisation et pour chaque contrainte, on a attribué une variable yi. Donc, le nombre de contraintes a engendré automatiquement le nombre de variables de décision du dual. Le bleu, c'est le primal et le rose, c'est le dual. Alors, si on écrit le problème primal sous cette forme-là, maximisation d'une fonction z qui s'écrit sous la forme de transposé de c, qui est ce vecteur-là, 60, 30, 20, multiplié par le vecteur x formé par x1, x2, x3, et les contraintes, la matrice A, ici, multipliée par le vecteur x qui est inférieur ou égal à un vecteur b, et bien sûr, le vecteur des variables de décision est toujours supérieur ou égal à 0. Ce qu'on va chercher maintenant, puisque la forme duale utilise les mêmes paramètres, on va chercher les paramètres d'écriture de la forme duale
en fonction des paramètres de la forme primale. C'est-à-dire, on ne va pas écrire C' ou A' ou B'. On va chercher les paramètres en point d'interrogation en rouge ici, en fonction des paramètres du programme primal. On va suivre petit à petit jusqu'à trouver la forme globale. On commence par cette matrice-là. Si vous remarquez, vous allez trouver que la nouvelle matrice de la forme duale, c'est le transposé de la matrice A. C'est-à-dire quoi transposer? Ici, nous avons la première ligne 8, 6, 1. C'est devenu la première colonne 8, 6, 1. Deuxième ligne 2, 1,5, 0,5. Deuxième colonne 2, 1,5, 0,5. De même pour la troisième ligne 4, 2, 1,5, 4, 2, 1,5. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre le transposé de la matrice A du primal et la mettre comme matrice comme matrice du dual. Et on aura transposé de A ici comme paramètre du programme dual. D'accord? D'accord. La deuxième transformation, on va prendre le transposé, le vecteur C ou le transposé du vecteur C du primal qui va être le vecteur B, le second membre de la forme duale. Donc ici, on va mettre C, le second membre du dual. Donc ici, on a 60, 30, 20. Ici, on a 60, 30, 20. Et je vous rappelle que c'est la forme qu'on a trouvée en raisonnant sur une interprétation du dual. Maintenant, on cherche mathématiquement comment on écrit la forme duale. Donc, on prend le vecteur C de la forme primale et ça devient le second membre de la forme duale. La troisième transformation, c'est l'inverse. On prend le second membre de la forme primale et on le met dans les coefficients de l'objectif de la forme primale. 48, 8, 20. Ici, 48, 8 et 20. D'accord? Pour les signes de supérieur ou inférieur, on va voir ça par la suite. Juste pour le moment, on se concentre sur les paramètres du problème. Ce que vous avez compris, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Mathématiquement, comment trouver au moins les paramètres, merci Sarah, comment trouver les paramètres du programme dual. Et ici, Oui, on aura, merci Ayoub aussi, ici on aura une minimisation, toujours max-min. Juste une remarque, vous allez la comprendre par la suite. Si on a ici un problème primal de minimisation et on va le transformer en maximisation, ce ne sera pas les mêmes règles à appliquer. Hein. C'est dans un seul sens. Je vais vous montrer comment on fait si on a au départ un problème de minimisation. Pour le moment, on ne prend que le cas de maximisation pour le programme primal qui va être transformé en une minimisation pour le dual. Donc, on aura à la fin une minimisation d'une fonction B écrite sous cette forme-là, transposée de B fois y et les contraintes transposées de a fois y. Dans ce cas supérieur ou égal, je vais vous dire pourquoi juste après. Et ce sera supérieur ou égal au vecteur C qui est au départ le vecteur des coefficients de l'objectif du primal. Pour mieux expliquer, je vais prendre un deuxième exemple. On va considérer un programme primal à deux variables, un programme de maximisation de z qui est égal à 10x1 plus 6x2. On a trois contraintes par rapport au programme qu'on avait au départ. Fait le programme primal ici, nous avons toutes les contraintes de type inférieur ou égal. Ici, nous avons différents types de contraintes, c'est-à-dire nous avons un problème mixte. C'est le cas le plus général ici. Je vais vous montrer comment trouver la forme du dual dans le cas général. Donc, nous avons un problème de maximisation de 10x1, 6x2. Nous avons trois contraintes. Une première de type inférieur ou égal, deuxième de type égalité, troisième de type supérieur ou égal. Et pour ce problème, nous avons une variable de décision de type supérieur ou égal à 0 et une variable de décision inférieure ou égale à 0.
Et je vais vous montrer, ou alors je vais vous demander dans le cas général de chercher la forme duale de ce programme primal. Les étapes à suivre sont les suivantes. Ce qu'on sait, c'est déjà un programme primal de maximisation devient un programme dual de minimisation d'une fonction qu'on appelle par exemple W. Et vous savez aussi qu'on va attribuer à chaque contrainte une variable qui va être utilisée comme variable de décision pour le dual. Donc, maximisation devient minimisation et les contraintes, le nombre de contraintes va être le nombre de variables de décision puisqu'on attribue une variable à chaque contrainte du primal. D'accord? Donc, les deux premières étapes sont déjà remplies. La troisième étape, c'est lié à la matrice A. Ici, quelle est la dimension de cette matrice A? Qui peut répondre, s'il vous plaît? Cette matrice A, elle a la dimension Mn. Mn, dans ce cas, égale à combien? 2. Mn, on a 12. Pour une matrice, nombre de lignes, nombre de colonnes. Ici, nous avons 3. 3 lignes de colonnes. Donc, c'est une matrice de dimension 3, 2. Transposé de cette matrice sera de dimension combien? 2, 3. 2, 3. Très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous avons un primal, une forme primale de dimension 3, 2. Ça va être transformé comme transposé à une forme duale de dimension 2, 3. Donc, ici, nous avons quoi? 1, 3, 2. Ça sera y1 plus 3, y2 plus 2, y3. Pour la deuxième contrainte, 4, y1 plus 2, y2 plus y3. C'est tout ce qu'on sait. On va transposer la matrice A et nous aurons dans ce cas 2 contraintes et 3 variables de décision. Voilà, 2 contraintes parce que le nombre de variables de décision du primal nous donne le nombre de contraintes du dual et le nombre de contraintes du dual nous donne le nombre de variables de décision du dual. D'accord jusqu'à présent? Donc, on prend le transposé de la matrice A et on le met comme la matrice des contraintes de la forme duale. La troisième étape, ou la quatrième si vous voulez, on va prendre les paramètres ou les coefficients de l'objectif du primal et on va le mettre comme second membre du dual. Ici, nous avons 10, 6. On va mettre ici 10, 6 dans l'ordre. Je vais vous montrer comment on va déterminer les signes. Juste, on se concentre sur les paramètres. D'accord? Donc, la quatrième étape ici, transposer la matrice ou le vecteur de coefficient de la fonction objective devient second membre des contraintes du dual. De même, le second membre du primal devient le vecteur de l'objectif de la forme dual. Donc ici, on a 40, 60, 24. Ce sera 40y1 plus 60y2 plus 24y3. Et nous avons rempli toutes les étapes. Il nous reste les signes. Est-ce que c'est compris jusque-là? Oui. Merci. Les signes maintenant. Merci Ali aussi. Pour déterminer les signes, on va utiliser les deux lignes en blanc ici. Demain, vous me suivez à moi. Alors, on va commencer. On peut commencer ou bien par les signes des contraintes pour le dual ou bien par les signes des variables de décision. On peut commencer par ce qu'on veut. Ce qui est à retenir, c'est que les signes des variables de décision du dual sont déterminés à partir des signes des contraintes du primal. Et inversement, les signes des contraintes du dual sont déterminés à partir des signes des variables de décision du primal. Je m'explique. On commence par exemple par déterminer les signes des variables de décision. Pour ce qui est en jaune ici, la première contrainte est de type inférieur ou égal. Donc, la première variable, la saminée y1, lorsqu'on a défini les variables au début, elle est de type supérieur ou égal. Donc, la première contrainte est de type inférieur ou égal. La première variable est supérieure ou égale à 0. La deuxième contrainte est de type égalité. Donc, la deuxième variable,
elle est de signe non restreint, c'est-à-dire qu'elle peut être positive comme elle peut être négative. C'est une variable réelle. Parce que la deuxième contrainte est une égalité. La troisième contrainte est de type supérieur ou égal. Donc, la troisième variable est inférieure ou égale à 0. D'accord? C'est compris ici? Donc, nous avions une quatrième contrainte de type supérieur ou égal. La quatrième variable serait comment? Quatrième contrainte de type supérieur ou égal. La quatrième variable serait comment? Inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal à 0. Très bien. Juste, il suffit de suivre le nombre, le numéro plutôt, de la contrainte et le numéro de la variable. Il faut que ce soit dans l'ordre. Y1, Y2, Y3, il faut respecter l'ordre qu'on a défini au début. D'accord? De même, pour les signes des contraintes ici, on va utiliser les signes des variables de décision. Donc, on a une première variable de décision supérieure ou égale à 0. Donc, la première contrainte est de type supérieur ou égal. On a une deuxième variable inférieure ou égale à 0. Donc, la deuxième contrainte est de type inférieur ou égal. S'il y avait une troisième variable dans R, on aurait une troisième contrainte de type égalité. D'accord? Donc, une fois nous avons terminé, voilà, déterminer les paramètres, on va utiliser ces règles-là pour définir, voilà, pour déterminer les signes des variables de décision de la forme duale et les inégalités ou les égalités, ou s'il y a égalité pour les contraintes du dual. Et bien sûr, je parle d'une transformation de max vers min. Je vais vous dire s'il y a une minimisation au départ, qu'est-ce qu'on fait? Mais pas maintenant. On se concentre maintenant sur ça. Est-ce que c'est compris jusque-là? Oui, madame. D'accord. Si je vous donne un programme linéaire, vous serez capable de déterminer la forme duale, normalement, en appliquant ces règles qui sont des données, bien sûr. Hein? Ces règles-là sont des données. Donc, vous n'avez pas à apprendre ces règles-là. Alors, je vous ai dit que ces règles sont appliquées si nous avons un programme, voilà, une transformation max-min. Si nous avions au départ une transformation, un programme linéaire de minimisation, qu'est-ce qui va changer? On ne va pas uniquement changer max par min ici et là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le tableau en inversant les colonnes. C'est-à-dire quoi? On va écrire ici, au lieu de dual, primal, et au lieu de primal, dual ici. Et on va lire le tableau de droite vers la gauche. D'accord? Donc, min, max, c'est-à-dire on ne va pas juste remplacer max par min, mais on va lire inversement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va changer principalement? Ici, par exemple, de la maximisation vers la minimisation. Si nous avons une contrainte de type inférieur ou égal, la variable sera supérieure ou égale à 0. Vérifions. Min, max, si nous avons une contrainte inférieure ou égale, la variable sera inférieure ou égale à 0. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, si vous aurez toujours ce tableau-là, le même tableau que ce soit pour la minimisation ou la maximisation. Si le problème primal est une maximisation, vous lisez ce tableau du gauche vers droite. Si le problème primal est une minimisation, vous lisez le tableau du droite vers la gauche. D'accord? C'est uniquement ça la différence entre un programme primal de maximisation ou de minimisation. Sinon, les autres étapes d'élaboration du programme linéaire sont de la forme duale d'un programme linéaire sont les mêmes. D'accord? Juste une toute petite remarque, j'écris les variables et de type. Il suffit de mettre une variable supérieure ou égale à 0 ou inférieure ou égale à 0.
inutile de mettre une variable de type. Mais c'est juste pour la rigueur de l'écriture vocale. D'accord? Pour la première partie, comment on écrit la forme duale à partir d'une forme primale qui peut être une maximisation ou une minimisation? On peut passer? Oui, madame. D'accord. La deuxième partie, comme je vous ai dit, c'est la relation ou pourquoi on a besoin de la forme duale. On a besoin en fait de la forme duale parce qu'il y a une relation très liée entre la solution du primal et la solution du dual. C'est-à-dire que la solution du dual peut être déterminée à partir de la forme primale ou inversement. Pour appliquer cette règle-là, nous aurons 3 théorèmes à accepter, voilà, à connaître ou à utiliser. Le premier théorème, c'est que le dual du dual est la forme primale. C'est-à-dire, si on revient ici et vous cherchez la forme duale de ce programme-là, vous allez trouver exactement ça. D'accord? D rend D, dual rend dual, rend dual, on va trouver, revenir vers la forme primale. D'accord? Le deuxième résultat important à retenir aussi, c'est que, on va utiliser beaucoup ce théorème appelé de forte dualité, si X étoile est une solution de la forme primale, cela signifie que il y a au moins une solution optimale de la forme duale qu'on va appeler Y étoile, telle que C X étoile égale à Y étoile B. C, rappelez-moi, c'est quoi le vecteur C? C'est le vecteur des coefficients de l'objectif du primal. Le vecteur B, c'est le vecteur de quoi? C'est le second membre de la forme primale aussi. Donc, si la forme primale a une solution optimale, la forme duale a obligatoirement aussi une solution optimale et la relation entre la solution optimale du primal X étoile et la solution optimale du dual Y étoile est la suivante. C X étoile égale exactement Y étoile B. D'accord? Maintenant, si le programme primal a une solution infinie, qu'est-ce que ça veut dire une solution infinie? Qu'est-ce que ça veut dire une solution infinie? C'est-à-dire il a un domaine de réalisable ouvert, une infinité de solutions. La forme duale est non réalisable. D'accord? Si le dual est infini, automatiquement, le primal est non réalisable en se basant sur le premier résultat qu'on a cité. Si la forme primale ou le programme linéaire primal est non réalisable et D est réalisable, c'est-à-dire que le dual a une solution infinie. Et inversement, si on inverse dual et primal. Ce que vous allez utiliser dans la résolution du problème, c'est surtout ce qu'on appelle le théorème, parce que ici on a des conséquences de ce théorème-là, le théorème de forte dualité, c'est-à-dire la relation entre la solution optimale du primal et la solution optimale du dual. Vous allez comprendre mieux ce que je suis en train de dire sur ce diapo-là si vous appliquez ces règles-là sur les deux exemples ou exercices que je vous propose. Je vous propose un premier exercice qui vous demande, et ici j'ai besoin d'une réponse obligatoirement, s'il vous plaît. Alors, je vous demande de résoudre ce programme linéaire qu'on appelle P. Comment vous allez résoudre ce problème? Quelle est la méthode que vous connaissez et qui peut être utilisée pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Big M. Méthode complexe. La méthode de simplex, tout simplement. Oui. Big M, on n'a pas de problème avec simplex parce que déjà, on dit la forme canonique et je n'ai pas de programme mixte. Hein. Signe. D'accord? On dit أكثر من signe.
dit deux contraintes de type inférieur ou égal. Donc, je peux directement, comme ça a dit, appliquer l'algorithme de simplex. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme méthode de résolution? Quelle est la méthode la plus simple de résolution que vous connaissez, que vous avez vue en classe? C'est la méthode graphique. Oui ou non? Oui. Mais ici, est-ce qu'on peut appliquer la méthode graphique? Est-ce qu'on peut utiliser la méthode graphique pour résoudre P? Quand est-ce qu'on peut? Non, parce que, Ayoub? Supérieur, variable, supérieur à deux Nombre de variables. Voilà, parce que nous avons 3 variables de décision et la méthode graphique ne peut être utilisée que lorsque nous avons uniquement 2 variables de décision. 2 variables de décision. D'accord. Mais sinon, ce sera plus facile d'utiliser la méthode graphique. Alors, si je vous demande de déterminer la forme primale ici, on aura combien de variables de décision pour le dual? 2 variables de décision. 2 variables de décision. Donc, est-ce qu'on pourra appliquer la méthode graphique dans ce cas? Non. Oui. Pour le dual. Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Pardon, oui, oui. Donc, pour le dual, une des utilités... Oui, Ayoub, je concentré. Alors, ici, on va attribuer 2 variables de décision pour le dual. Et si on cherche la forme dual, comme je vous ai montré les règles d'application tout à l'heure, on va avoir un programme dual de dimension 2. Donc, on peut chercher la solution de la forme dual par une résolution graphique, puis revenir en appliquant ce théorème-là de forte dualité pour trouver sans calcul, sans méthode de simplex, la solution de ce programme primal. C'est ce que vous allez faire. Je vous laisse le temps de faire. C'est une première application de la forme duale. Pourquoi on a besoin de la forme duale? D'accord? La deuxième application, et là, peut être la suivante. On considère un programme linéaire de 3 contraintes et 2 variables. Et on vous demande tout d'abord de trouver la forme duale. Je vous laisse le temps de le faire. La deuxième question, on peut répondre à la deuxième question sans trouver la forme duale. La deuxième question, on vous demande d'utiliser ce tableau de simplex pour trouver la solution optimale du dual. Déjà, est-ce que ce tableau est optimal? Et oui. Pourquoi? Oui, pourquoi ça, c'est optimal? Parce que négatif. Parce que les coefficients de la dernière ligne sont tous négatifs et aussi on dit un problème de maximisation. Parce que si c'était maximisation, tous les coefficients supérieurs ou égaux à 0. Ici, nous avons un problème de maximisation et nous avons dans le dernier tableau des coefficients qui sont tous inférieurs ou égaux à 0. Donc, on peut dire que ce tableau est le tableau optimal. La solution optimale ici, x1 égale à combien? x1. 20. 0. Égale à x1, est-ce que c'est un vecteur de base ou hors base déjà? C'est un vecteur de base. Base, non, base. Oui, donc je n'ai à la base. La base, c'est E3, X2, X1. X1. Donc, quelles sont les variables nulles? Sont E1 et E2. Les variables nulles, puisque ce sont des variables hors base. Pour les variables de base, X1 égale à 20 et X2 égale à 60. 60. Et Z égale 180. 180. مش moins 180. Si vous voulez, c'est 180. Eh bien, c'est la solution du primal P. Le théorème de dualité me permet de lire directement la solution du dual à partir de là. Comment on peut faire? Ça, vous ne connaissez pas, je vais vous le dire. Hein? Alors, le théorème de dualité forte, voilà, de forte dualité, propose quoi? Et ce que je vais dire, c'est uniquement appliqué si nous avons le tableau optimal. Ce n'est pas appliqué pour le tableau, pour les tableaux intermédiaires, pour les étapes intermédiaires. Alors, dans le tableau optimal, si je veux, je peux directement lire la solution du dual. Comment ça? Le dual, il aura combien de variables de décision? Le dual, il aura combien de variables de décision? 2. 3.
Pourquoi 2 et pourquoi 3? Je compte 2. أنا Pourquoi 2? ومادام كي باش نعملوا لها من بعديك كي باش نحولوها قلنا مقبليك من البريمال للديوال تولي ما عادش 3 تولي 2. تولي nous aurons regarde. حسب اللي عطاك هو ما توليش 2. Qu'est-ce qui détermine le nombre de variables de décision du dual? C'est le nombre de contraintes. Parce qu'on va attribuer à chaque contrainte une variable de décision. Ici, j'ai 3 contraintes, donc le dual aura 3 variables de décision. D'accord? Ok, 3, oui. D'accord? C'est 3 parce que on doit ajouter, voilà, on doit attribuer à chaque contrainte une variable de décision. Donc, si je vais lire directement la solution du dual, je vais prendre cette colonne-là, E1, la deuxième colonne E2 et la troisième colonne E3. Ce sont les vecteurs d'écart du primal. Et je vais considérer la dernière ligne. Je vais prendre Y1 égale à moins 1. Y1 égale à moins le coefficient de la première variable d'écart dans le tableau optimal. C'est Y1 égale à 1, Y2 égale à 1, Y3 égale à 0. Et W étoile égale à 180. D'accord? Donc, Y1, je prends la première variable d'écart. J'ai appelé Y1 ici. Et E1, c'est relatif à la première contrainte. Donc, Y1 égale à 1, Y2 égale à 1, Y3 égale à 0 et W étoile égale à 180. Vous allez mieux comprendre ça lorsque vous allez exercer ces 2 applications. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement, vous laisser le temps de résoudre ces 2 exercices, puis revenir pour la correction. D'accord? Oui.